Cosa vuoi da me? Dice il ragazzo all'altro. Indossa un maglione turchese, pantaloncini bianchi. Da un ginocchio il sangue balla lungo la tibia. Una macchia rossa sul suo calzino da tennis. 3, 2, 1. Imaginez la situation suivante. On se promène dans la rue et, la tête ailleurs, sans regarder de chaque côté, on s'apprête à traverser la route négligemment. Soudain, quelqu'un crie « Attention à la voiture !» On n'a même pas besoin de lever la tête. Machinalement, on s'arrête pour ne pas se faire écraser. Entendre le mot voiture a suffi. Que se serait-il passé si l'on n'associait pas automatiquement, en tant que locuteur du français, le mot voiture à cette chose concrète, cet assemblage de différentes ferrailles et qui roulent? Et puis, les questions venant, on pourrait finir par se demander, est-ce qu'il y a un rapport entre le mot et l'objet que désigne ce mot, qui ferait que la première fois qu'on verrait une voiture, on saurait déjà comment l'appeler, comme si c'était une évidence? Les réponses à toutes ces questions ne sont pas si simples. Les questions sur le langage, que ce soit pour le français ou pour toutes les autres langues, ne sont jamais simples. De nombreux mystères entourent le langage, même si on peut tout à fait l'utiliser sans trop savoir comment il fonctionne ce langage. Je vous propose de consacrer quelques séances à l'examen de quelques-uns de ces aspects mystérieux du langage et dans notre cas, du français. Alors on ne fera pas de grammaire, on ne fera pas d'orthographe, et j'utiliserai plutôt des anecdotes pour éclaircir mes propos. Au collège, quand on vous parle d'étudier la langue française, on vous emmène le plus souvent vers l'orthographe, vers la grammaire, comme si c'était les affaires les plus importantes de la langue. En fait, non. Aux origines du langage, il n'y a pas l'orthographe. L'orthographe, c'est-à-dire la règle de bonne écriture des mots en contexte, ne devrait jamais être considérée que comme un aspect microscopique de l'usage de la langue. L'orthographe sert beaucoup plus à l'organisation des inégalités entre les individus d'une société qu'à assurer la compréhension mutuelle de toutes et de tous. Je reviendrai sur cette question de l'orthographe dans un autre épisode. Aujourd'hui, on va s'occuper d'affaires plus fondamentales à propos du langage, de deux affaires en particulier. Je partirai d'anecdotes de la vie quotidienne car vous le savez, l'apprentissage de la langue française se fait beaucoup plus dans la vie de tous les jours qu'en classe, qu'en cours de français. Vous avez su construire des phrases compréhensibles avant même de savoir qu'on les appelait des phrases. Avant de commencer, je rappelle encore que vous ne devez jamais oublier que le langage, c'est un système de signes. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Eh bien, ça veut dire notamment que chaque mot est un signe. Le mot chien est un signe. Le mot chat, un autre signe. On divise toujours chaque signe en deux. D'un côté, il y a le mot tel quel, qui est une suite de lettres, qui a une prononciation, qui produit un son, chien. De l'autre côté du signe, il y a ce qu'on appelle la référence. C'est-à-dire, dans le cas du mot chien, par exemple, l'animal qui court, qui aboie, qui est fidèle, qui peut mordre, qui est vivant, qu'on peut voir, etc. Le signe, en quelque sorte, lie le chien de la vraie vie et le mot qu'on emploie pour en parler. Mais d'où viennent ces signes? Comment ça se fait qu'en France, quand on voit un chien, on l'appelle chien et pas chat? C'est le genre de question qui va nous intéresser. C'est parti pour l'étude des mystères du langage. L'aria era calda quel giorno, piena di profumi del giardino. Cosa ho fatto per meritare questo? Non ho mai visto il mare nel mare. Premier mystère du langage. Je me souviens, quand j'étais petit, il m'est arrivé de poser la question suivante à mon institutrice ou à ma maman, je ne sais plus trop bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire cheval?
On me regardait alors avec un air à moitié amusé, à moitié gêné. La question n'était pas si simple. On me répondait que c'était un animal à crinière qui galope, qui broute de l'herbe, qui hennit. Mais ce n'était pas ma question. C'est que je la posais mal, ma question. Ce qui me posait véritablement problème, c'est que je ne voyais pas le rapport entre cette chose vivante qui galope, qui broute de l'herbe et qui hennit, et le mot cheval qu'on utilisait pour désigner cette chose. Je ne trouvais aucun lien évident entre le cheval et le mot cheval, pour faire simple, et je trouvais ça gênant. Plus tard, j'ai appris que nos voisins d'Angleterre appelaient différemment ce même animal pour le désigner. Ils employaient le mot horse. Et ça n'avait pas l'air de leur poser problème d'appeler le même animal d'une manière différente de nous, alors que par bien des aspects, rien ne nous différenciait des Britanniques, nous les Français. Et puis, il a bien fallu l'accepter. Il n'y a en fait pas de rapport évident entre le mot et la chose qu'il désigne. On dira qu'il y a un rapport arbitraire entre le mot cheval et le cheval du monde réel. Plus concrètement, si vous n'avez jamais vu de cheval, vous ne pouvez pas du tout construire l'image d'un cheval dans votre tête juste à l'aide du mot cheval. Dans le sens inverse, si vous croisez un cheval sans savoir comment on l'appelle, vous ne l'appellerez jamais cheval de vous-même, comme si le simple fait de le voir vous donnait la connaissance du mot pour le désigner, ce cheval. Le fait que le lien entre le mot et la chose ne soit pas naturel, ne soit pas évident, comme contenu dans la chose en elle-même, ça a toujours posé plein de très grandes questions aux êtres humains. Il y a eu des époques où des gens très brillants et très cultivés pensaient qu'il existait quelque part dans le monde ou dans le ciel des versions tellement parfaites de certaines choses qu'elles avaient donné leur nom à toutes les choses qui leur ressemblent. Par exemple, il existerait, selon ces gens très brillants et très cultivés d'une autre époque, dans le monde un cheval si parfait, qui concorde si bien avec l'idée que l'on se fait du cheval, que ce serait lui qui aurait mis dans notre tête d'être humain la connaissance qui fait qu'on appelle cheval tout ce qui ressemble à ce cheval, le plus parfait de tous les chevaux. Mais je crois qu'il est préférable que vous reteniez plutôt qu'il n'y a pas de rapport évident ou naturel entre le mot et la chose. Chaque mot est un produit de la culture humaine avec une longue histoire, et on n'a pas le choix que de les apprendre et de les retenir pour désigner les choses qui nous entourent, tout en nous faisant comprendre des autres, tout en s'insérant dans la société qui communique. Con uno scatto il ragazzo prende l'altro. Tiene ferma la sua testa. Petto a petto. Io sono il figlio di Dio. Deuxième mystère du langage. Ce deuxième mystère s'inscrit dans la continuité du précédent. Il devrait encore plus vous parler et complète l'idée comme quoi le rapport entre le mot et la chose qui le désigne est arbitraire. Quand on est encore un très jeune enfant et qu'on ne maîtrise qu'à peine le langage, par exemple le français que vous parlez aujourd'hui, on a parfois une manière d'appeler les choses qui lie beaucoup plus entre eux le mot et la chose qu'elles désignent. Imaginez que vous êtes redevenu tout petit et vous gambadez au calme sur une pelouse. Soudain, vous croisez un chien qui aboie. Vous n'avez jamais entendu le mot chien. Vous ne connaissez pas le mot. Il est à peu près certain qu'il n'y a aucune chance que vous choisissiez d'employer le mot chien comme par hasard. Il y a des chances plutôt pour qu'ensuite vous disiez à la personne près de vous, il y a un ouf ouf ou j'ai vu un ouf ouf. Qu'est-ce qui fait que l'on prononce ouf ouf dès notre plus jeune âge, dès le moment où l'on commence à parler? Je pense que vous pouvez le deviner. Il y a un rapport évident, un rapport direct entre le son qu'émet le mot ouf ouf quand vous le prononcez et le son qu'émet la chose, en l'occurrence le chien, que vous désignez par le mot ouf ouf. Vous associez l'aboiement du chien et le ouf ouf
Voilà pourquoi vous appelez le chien, que vous ne savez pas encore nommer, Wouf Wouf. Quand on y réfléchit encore un peu plus, c'est même bizarre qu'un jour on ait abandonné le mot Wouf Wouf pour parler du chien, pratique et très clair, pour utiliser le mot chien, qui n'a pas de rapport avec le vrai chien de la vraie vie, tel quel. Et pourtant, on l'a fait. Passé un certain âge, montrer un chien à quelqu'un qui parle la même langue que nous et dire «Oh, t'as vu le wouf wouf?» Ça peut nous faire passer pour un idiot. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en plus de nous rappeler le lien arbitraire entre le mot et la chose? Eh bien, ça veut dire que le fait de ne pas pouvoir dire après un certain âge «T'as vu le wouf wouf» sans passer pour un idiot, ça fait que les mots ne servent pas uniquement à désigner les choses. Sinon, ça ne me dérangerait pas du tout d'appeler toute ma vie, dans toutes les situations, un chien un wouf wouf. Mais je ne le fais pas. C'est parce que le langage, c'est aussi, en plus d'être un moyen de désigner les choses, c'est aussi une grande affaire sociale. Par les mots que j'emploie, je ne fais pas que désigner les choses. J'affirme aussi ce que je suis, mon identité, ma personnalité, ma place dans la société. Quand je dis «Regardez, chers amis, voici le plus beau des chiens de chasse, un braque allemand à poil court», je fais beaucoup plus que montrer un chien. Je montre que je maîtrise la langue, son organisation, sa complexité, ses règles, ses normes, et je montre que j'ai une certaine culture pour être précis quand je parle. Le langage, c'est aussi une manière d'affirmer son pouvoir, qui se base justement sur le fait qu'il faille l'apprendre, ce langage, disposer des moyens éducatifs pour le maîtriser. J'y reviendrai. Si quelqu'un de mon âge dit « il y a un wouf wouf » et que je lui réponds « non, on dit que c'est un chien », j'ai avant tout exercé sur lui un pouvoir correctif. Je l'ai dominé, car après tout, il avait tout autant raison que moi en termes logiques. Il n'avait pas tort en disant « il y a un wouf wouf ». Il ne se trompait pas, simplement il ne respectait pas les codes du langage, qui sont autre chose que le rapport entre le mot et ce qu'il désigne. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On poursuivra cet examen très général des mystères du langage dans une suite de cours audio consacrés au langage. La superficie brilla da una spiaggia inseguita dal vento. Amo tutti e non ho mai visto Pour réfléchir encore un peu aujourd'hui à ce rapport complexe entre le mot et la chose, et pour que vous participiez à la réflexion, j'aimerais que vous trouviez quelques mots de la langue française, disons 5, pour lesquels vous sentez un lien évident entre le mot et la chose. Par exemple, le mot paf, qu'on appelle une interjection, c'en est un. Il y a un rapport entre le mot paf et le vrai paf, le paf de la vraie vie, le bruit que fait ma main qui cogne un mur, par exemple. Voyez-vous pourquoi? Je vous laisse y réfléchir et je vous dis à tantôt. faccio un cenno.